leur donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Alors ce soir, on fera honneur au corps et à l'esprit compétitif, à l'inspiration de la lecture, puisque la semaine dernière, l'Algérie a célébré le livre à travers le Salon international du livre d'Alger 2018 et que aussi le rugby se conjugue désormais à l'heure algérienne et ce grâce à la diaspora algérienne, à l'équipe de rugby d'Algérie. Et pour parler donc de ces deux sujets, nous avons convié pour vous ce soir nos invités, à savoir Monsieur Anis Mezouar, vous êtes auteur et vous venez de Lyon. Parmi nous également Monsieur Mohamed Saadoun, vous êtes également auteur, vous êtes le lauréat donc du prix Mohamed Dib et vous venez de Paris. Parmi nous également Monsieur Mourad Gerbi qui est vice-président de la Fédération algérienne du rugby, il nous vient de Toulouse. Bonsoir à vous messieurs, bienvenue à vous. Alors on va commencer par la question, donc avec la question du Salon international du livre. Alors vous avez pris part à cette édition donc du salon. Alors parlez-nous un petit peu de vos impressions, de vos rapports surtout, les rapports que vous avez pu tisser avec le lectorat algérien. Peut-être Monsieur Saadoun, on commence par vous. Merci. Oui, je suis donc venu toute fin du mois d'octobre pour une séance de signature avec le lectorat algérien au stand de l'éditeur Casbah Édition. Alors ce que je disais en introduction avant d'entrer dans votre studio, c'est que j'étais frappé que le lectorat est un lectorat jeune et que c'est un lectorat féminin. Donc on va dire que 9 personnes sur 10 qui viennent acheter un roman sont une fille et une jeune femme qui y dit. Donc j'étais plutôt agréablement surpris par ce fait. Voilà, donc on peut parler d'optimisme un petit peu pour la lecture en Algérie, pour faire revivre un petit peu le livre, un petit peu le roman. Oui, il n'y a qu'à voir un petit peu l'engouement qu'a suscité le SILA cette année. J'ai cru comprendre qu'il avait encore battu des records de fréquentation. Les gens s'approprient le livre sous tous ses supports, toutes les langues, tous les thèmes. Les gens se promènent avec des sacs remplis de livres. On a tendance à dire que l'Algérien ne lit plus. En tout cas, l'Algérien lit. Et l'Algérienne lit encore plus. Donc, voilà, donc en fait, le SILA est venu pour casser un petit peu ce stéréotype. Tout à fait. Voilà, alors qu'en est-il pour vous, Monsieur Mezouar? Alors vous avez présenté votre dernier livre lors de ce salon. Oui. Le 4e, donc Entendu dans le silence. Oui, effectivement. Je peux dresser à peu près le même constat que Monsieur Saadoun. J'ai été présent lors de 3 jours officiellement en vente dédicace ou pour remettre le prix de l'Institut français pour la Nouvelle Fantastique. J'ai pu rencontrer effectivement des lecteurs alors de mes premiers romans, donc c'était une trilogie de fantasy. Ça c'était aux éditions ENAG et c'était le samedi 3 et ensuite le 5 pour la dédicace d'Entendu dans le silence sur le stand de Casbah. Donc à peu près pareil, effectivement, on était d'accord pour dire que les lecteurs étaient majoritairement des lectrices, de jeunes lectrices. Mais après, on peut voir vraiment de tout. J'avais des personnes âgées qui venaient me voir, des professeurs de français, hommes et femmes, des lectrices, des universitaires, très diversifiés, même s'il y a une tendance générale. Et toujours le même plaisir de rencontrer les lecteurs, de parler avec eux, de comment ils vont appréhender le livre ou comment ils ont appréhendé le livre précédent. Alors, M. Mezouar, je vais peut-être vous dire quelque chose qu'on a l'habitude de vous dire. Vous êtes déjà à votre 4e roman, mais vous paraissez très jeune. J'ai 22 ans. J'ai fêté mes 22 ans. Donc vous ne paraissez pas très jeune, vous êtes très jeune. Je rectifie. On peut dire ça. J'ai publié mon premier roman quand j'avais 16 ans. Donc c'était La Proie des Mondes aux éditions ENAG en 2013. J'avais commencé à l'écrire déjà à l'âge de 11 ans, mais parce que j'avais commencé la lecture très tôt, que je m'intéressais un petit peu à l'écriture et puis petit à petit ça a pris la forme d'un roman. Au début c'était des petites histoires et ça a pris la forme d'un roman. Puis par la suite je me suis dit qu'il fallait y mettre une suite et donc ça a donné le tome 2 et le tome 3 constituant donc la trilogie Le Lien des Temps. Et puis là, le style a un peu évolué, les thèmes abordés sont un peu plus graves, on va dire. Et donc voilà, j'ai changé de genre. Donc c'est plus de la fantaisie, c'est Entendu dans le silence, c'est un drame social romantique. Alors est-ce qu'on peut dire que l'écriture chez vous est héréditaire? Parce que là on vient de me souffler à la pastille que vous êtes le petit-fils donc de Qadr Mohamed Saadi.
Oui, alors j'ai tendance à dire que lui ne m'a jamais poussé à écrire, il m'a jamais dit oui tu devrais faire comme moi, écrire, etc. C'est en le voyant écrire, je m'asseyais à côté de lui, je voyais comment l'idée venait dans sa tête et puis comment il a couché sur papier, comment il développait son style et sa façon d'écrire, que je me suis dit que moi aussi je pouvais écrire, enfin voilà, j'en avais la possibilité. Donc du coup j'ai commencé à écrire, comme je vous disais, des petites histoires. C'était un style très enfantin, à 11 ans ça peut pas être non plus quelque chose d'extraordinaire. Et puis au fil du temps, avec les années, les voyages, les rencontres, voilà, les différentes expériences, ça a pris forme. Et lui était là pour, à ce moment-là, par contre, m'encourager et me dire si telle chose, enfin si tel passage ou telle scène était bien, si tel autre était à refaire, à écrire. Donc, voilà, ça a été plus une présence, on va dire, bienveillante qui m'enveloppait. Et non pas non pas celui qui m'a poussé à faire comme lui. Alors on rappelle quand même que Qaddou Mohamed Saadi est un grand écrivain, c'est aussi le fondateur donc, de l'Union des écrivains algériens à côté de Mouloud Mamri. Alors Monsieur Sadoun, je reviens à vous. Parlez-nous un petit peu de ce rapport entre écriture, exil, entre écriture et migration. D'autant plus qu'en fait de compte, les écrivains, lorsqu'ils vivent hors du pays, en fait de compte, l'émigration c'est aussi une autre forme de matière brute pour l'écrivain en fin de compte. Je vais vous parler de la genèse du projet. Oui. J'ai voulu cerner les problématiques algériennes à travers l'histoire. C'est-à-dire, et je suis remonté donc au premier temps de la colonisation française, au 5 juillet 1830, et qui m'a semblé être le point de départ des problématiques algériennes actuelles. L'Algérie, comme chacun sait, a vécu une guerre de conquête, une colonisation dure, difficile, qui a généré une rupture généalogique entre les Algériens d'aujourd'hui et les Algériens d'hier. Et pour en revenir à l'immigration, pour les personnes qui sont allées de l'autre côté de la Méditerranée, il y a eu une seconde rupture généalogique qui a achevé, on va dire, de rompre beaucoup de liens, et y compris souvent, parfois, la langue qui a été perdue. Donc, il me semblait que, en tout cas, pour les Algériens, et a fortiori pour les Algériens qui vivent à l'étranger, ça expliquait grandement leurs soucis identitaires, ou en tout cas leurs problèmes de construction personnelle. Et j'ai voulu retisser des liens. Non pas pour revenir à un passé qui est passé, mais pour en tout cas comprendre ce qui nous détermine aujourd'hui et pourquoi on agit ainsi. Donc, j'ai pensé que le roman était le meilleur vecteur pour le faire, puisque ça permettait d'y mettre ce qu'on avait envie d'y mettre en termes d'imaginaire, et au lieu de faire un essai brut d'histoire ou un énième essai brut d'histoire pour lequel par ailleurs j'étais pas forcément le plus compétent. Voilà pourquoi, quelle est la genèse du projet littéraire. D'accord. Et pour votre part, donc vous aussi qui êtes à l'étranger, la question, c'était donc quel est le rapport un petit peu entre l'écriture et l'exil, ou l'écriture et l'immigration? Alors, moi je pourrais pas parler d'exil parce que je suis en France pour mes études. Donc j'ai passé un bac au lycée Cherbourg-Hamama, donc ex-Descartes, et un bac français au lycée Alexandre Dumas, ce qui m'a permis par la suite justement d'aller faire mes études à Lyon. Donc j'étais au départ à Lyon 2, où j'ai fait une licence de sciences politiques. Et là maintenant à Lyon 3 où je termine mon master de relations internationales. Le rapport avec l'écriture, en fait c'est vraiment la question du voyage qui est pertinente, et non pas, enfin pour ma part en tout cas, non pas une fois qu'on est sur place. Parce qu'une fois qu'on est sur place, voilà, il y a des routines qui s'établissent, et on ne voit pas trop la différence avec la situation d'auparavant. Le voyage en soi, le fait d'entreprendre un voyage, d'aller à l'étranger, à la fois aussi de parler de mes écrits, de représenter un petit peu la littérature algérienne, ou en tout cas pour le volet jeunesse, on va dire, m'a permis aussi de rencontrer des gens à qui j'en parlais, avec lesquels on discutait pour faire avancer un petit peu, pour faire connaître le domaine. Et dans mon écriture, ça s'est traduit par une forte inspiration
Par exemple, pour écrire Entendu dans le silence, je me suis inspiré, c'était à la suite de 3 voyages. Donc je revenais de Lyon, je suis allé ensuite en vacances en Hongrie, et en revenant, je suis encore allé en Tunisie. Donc au retour de ces 3 voyages, retour à Alger, c'était en juillet, c'était l'été, il faisait très chaud, je me mettais à écrire, j'étais très inspiré parce que je venais de vivre de différentes expériences sociales, personnelles, qui m'ont permis... aussi, 3 pays complètement différents dans la culture, oui. Dans la composante sociale aussi. Effectivement. Donc beaucoup de matière, on va dire, pour l'inspiration. C'était aussi des rencontres. Hein. Le livre parle beaucoup de rencontres et le fait d'être en situation pour accomplir l'action qu'on accomplit, parce que c'est à ce moment-là qu'il le faut. Donc voilà. J'ai été très inspiré, ce qui m'a permis de l'écrire très rapidement, d'ailleurs, par la suite. D'accord. Alors, on va juste faire un petit retour aussi là, donc, au Salon international du livre d'Alger, où Yazid Ait Maheddine, justement, il s'y est rendu pour rencontrer quelques écrivains qui ont justement écrit sur la thématique de l'immigration, notamment avec vous. Donc, il a fait un entretien avec vous, avec Nassira Belloula et aussi Mohamed Atbi. Alors, je vous propose de découvrir ces interviews. On se retrouve juste après. L'expérience d'écriture, je pense qu'elle ne change pas tellement quand on change de pays. On écrit de la même manière, peut-être avec des sensibilités différentes, parce qu'on a affaire à un autre espace, un autre environnement qui rentre dans notre manière d'écrire. Et l'expérience, je trouve que par rapport à moi, mon expérience algérienne m'a beaucoup aidée, parce que c'est là que j'ai mon terreau d'inspiration, et ça m'a aidé à évoluer, à m'ouvrir beaucoup plus vers d'autres littératures, notamment la littérature québécoise. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à jongler entre les deux. Donc on est comme dans un entre-deux. Et on écrit avec un esprit algérien tout en étant dans un autre monde, un autre espace, un exil. Mais je pense que peut-être ça diffère d'un auteur à un autre. Il y a un grand travail qui est fait par des auteurs qui vivent en Europe, que ce soit des auteurs européens de souche ou des auteurs qui sont issus de l'immigration. Et nous-mêmes, nous sommes en train de travailler. Par exemple, le livre du cheikh Abdelkader al-Iskendarani, nous l'avons traduit, Réfutation du wahhabisme. Nous avons édité cette année aussi une épître de l'imam Malik sur l'adab, sur les aspects moraux de l'islam, une très belle petite épître qu'on a publiée en arabe et en français, justement à destination de nos frères de la diaspora qui sont aussi les victimes de cette omerta. On ne veut pas qu'on revienne à un islam où la moralité est importante et l'axe de vie des musulmans, où l'amour et les aspects spirituels de connaissance sont aussi un but plus difficile à atteindre, mais néanmoins accessible à tout individu. Je vis en France, les livres ne sont pas publiés en France, donc à chaque fois qu'on me demande que ce soit des amis français ou bien des Algériens qui vivent là-bas, je leur dis d'attendre le salon du livre de Paris, la foire de Paris, et là ils sont disponibles au stand Algérie tous les ans depuis leur sortie. Et il y a un public, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de rencontres entre les auteurs de la diaspora et la communauté. Parce qu'il faut cadrer, il faut rentrer dans un cadre, dans un moule. Et on n'a pas on n'a pas développé en parallèle un espace qui nous est propre. Donc soit on est des radios associatives, mais soit on est dilué dans le magma général, soit on est marginalisé un peu parce qu'on reste dans le communautaire. Et de la littérature au rugby, c'est aussi un magnifique roman que nous allons raconter à nos jeunes en quête de réussite, puisqu'il y a déjà été une réussite en Zambie, n'est-ce pas, Monsieur Garvey? Effectivement. Donc à travers le match qui a été remporté par l'Algérie. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui a fait la force de notre équipe de rugby lors de ce match? Eh bien, écoutez, c'est une grande histoire. Et puis, à travers ces joueurs, il y a toujours cette vivacité, cette pugnacité. Le rugby, c'est un sport où il y a énormément de valeurs.
qui transcende l'individu, et je pense que là, par rapport à ce match, ils l'ont réellement démontré. Donc c'est aussi la fierté de porter les couleurs de l'équipe d'Algérie, la fierté aussi de représenter l'Algérie à travers ce sport qui est noble, qui s'appelle le rugby. Et donc, quand vous avez tous ces ingrédients réunis, il peut y avoir qu'une victoire au bout. Alors justement, le potentiel et aussi en fait quand le socle de cette équipe est issu de la diaspora, donc ce sont tous d'origine algérienne. Alors parlez-nous un petit peu de la composante de votre équipe. Alors c'est vrai qu'on est dans une émission où ça s'appelle la diaspora, mais je mets quand même un petit accent là-dessus parce qu'il n'y a pas que la diaspora, il n'y a pas que les joueurs aussi qui évoluent dans les championnats en France, même en Europe, parce qu'on a un joueur qui joue, non pas en Europe, peut-être bien, je crois si, on en a un qui joue en Angleterre, et puis on a aussi un international algérien, pour saluer aussi nos compatriotes algériens qui vivent au Canada, un international algérien qui vit au Canada, enfin un joueur qui joue au championnat canadien. Après, on a aussi deux joueurs qui évoluent ici dans un championnat algérien, un qui est à Oran et un autre qui est du côté d'Alger. Donc, alors... On peut avoir leur nom ? Oui, alors vous avez, si je me rappelle bien, parce que je suis président de la commission d'élite, donc j'ai pas tous les noms des joueurs, mais je crois qu'il y en a un qui s'appelle Amine, qui est sur Oran, et le deuxième qui est sur Alger, je me rappelle pas, mais bon, peu importe. Donc c'était juste aussi pour dire que eh bien, ils ont intégré aussi le groupe de joueurs qui évoluent à l'étranger, et que on s'appuie énormément aussi sur des joueurs locaux. Voilà. Ils se connaissent déjà auparavant ou oui, ça a été fait oui, en plus il y a une intégration qui se fait assez rapidement quand on les convoque, quand on a des matchs à l'extérieur, l'intégration des joueurs locaux avec ces joueurs semi-professionnels fait que je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais que le groupe s'intègre assez rapidement. D'accord. Alors votre fédération justement a mis à notre disposition quelques images de ce match qui s'est déroulé en Zambie. Qui s'est déroulé le 20 octobre en Zambie. Voilà, qui s'est déroulé en Zambie et à travers lequel justement l'Algérie s'est qualifiée au groupe A, c'est ça si je ne me trompe pas. Voilà, est devenue donc une élite. Alors je vous propose de découvrir ces images et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça ce sont des images. Vous pourriez peut-être en commenter? Écoutez, déjà on voit qu'il y a une trombe d'eau. On voit qu'il y a que le stade effectivement... ils ont joué sous la pluie, il y avait même une tempête, ce qu'on m'a dit. Là, il y a le président Abdelaziz Bougja, qui est le président de Rugby Afrique, qui remet les médailles. Vous avez le président, je pense, de la Zambie, et celui qui salue, c'est Sofiane Benassine, qui est le président de la fédération algérienne. Voilà. C'est le jeune joueur Bekada, qui évolue au championnat haut niveau en France. Le deuxième, c'est Sofiane Chelat, qui joue à Massy, voilà, en Pro D2. Et juste derrière, vous avez, je vois pas trop bien de là, je pense que vous avez Belguidoum, je pense, qui joue en Roumanie. Alors justement, le rugby est très sollicité en ce moment. Alors quelles sont vos priorités ou vos stratégies, si on veut, pour l'introduire justement dans les écoles et dans les établissements scolaires? Mais, tout à fait. Donc, je pense que la meilleure des choses qui pourrait arriver, notamment pour le peuple algérien, pour pouvoir découvrir ce sport, cette discipline, c'est qu'il y ait une introduction assez rapide. Donc on a pensé éventuellement de passer un petit deal, on va dire, entre le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de faire l'initiation au rugby dès le jeune âge pour les gamins. Donc ça veut dire que peut-être avoir des modules au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui pourraient faciliter aux jeunes de pratiquer le rugby. Donc il y a ça, donc il y a des centres de formation qu'on essaie aussi de mettre en place, donc on a quand même un sacré coup de main aujourd'hui du ministère de la GT Sport qui sont très attentifs par rapport à ce sujet. Et après le développement, il est aujourd'hui à ce que s'apprête à créer, on a déjà créé, oui, je pense aussi un centre de formation pour pouvoir former des arbitres. Je pense qu'aujourd'hui on est à peu près une quinzaine parce que c'est très important, il n'y a pas que de savoir jouer au rugby, il y a aussi cette partie d'arbitrage parce que le rugby, ce qui est très intéressant, c'est les valeurs qu'on peut transmettre. Dans le rugby, on ne chahute pas un arbitre. Voilà, dans le rugby, quand un arbitre pénalise un joueur, le joueur se tait et quand il doit sortir, il sort. Donc il n'y a pas de, vous voyez, il y a cette notion de respect. Et après, aujourd'hui, nous sommes plutôt aussi partis sur une création. On a 4 ligues, oui.
et une trentaine de clubs. Et je pense qu'incessamment, je crois que ça sera courant du mois d'avril, on va réellement démarrer un championnat. Alors, si nous parlons un petit peu de cette qualification au groupe A, cette qualification d'élite. Alors, qualification de groupe A, il faut savoir que la fédération a été prise en considération et validée en 2016 plutôt. Donc, elle est toute neuve, hein, c'est une fédération qui est toute jeune. Et là, l'année dernière, on a intégré pour Rugby Afrique, on a intégré la première compétition qui est la bronze. Alors, la bronze qui équivaut le groupe C. Après, vous avez la Silver, donc nous, on y était en Silver, là, pour l'édition 2018. Là, c'est le groupe B. Et de cette qualification, aujourd'hui, on est en groupe A. Et quand on est en groupe A, là, on peut prétendre à... Alors, c'est le haut niveau, hein, c'est réellement l'élite, avec des grands pays comme le Maroc, la Tunisie, le Kenya, la Namibie, vous avez l'Ouganda aussi. Et quand on arrive à ce sommet, à faire cette division, on va dire, à ce groupe-là, qui est au-dessus de tout, donc là, on peut prétendre après à des qualifications pour la Coupe du Monde. Et le but, c'est... Celle de 2019, c'est pas possible parce que c'est pour demain et ça va se faire au Japon. Mais nous, on pense que 2023, prochainement, il y aura cette Coupe du Monde en France et pourquoi pas l'Algérie qui y participerait à cette Coupe du Monde. Alors, quelles sont vos perspectives justement pour 2003 2023, perspective, c'est la qualification. 2023, c'est déjà passé. Hein. Ah ouais. Non, 2023, c'est réellement là. Oui, effectivement, c'est comment se qualifier pour participer à la Coupe du Monde. Et ce serait vraiment pas mal, notamment pour la diaspora algérienne qui vit en France, d'avoir le rugby national de rugby. Voilà, se heurter face à d'autres pays, la Roumanie, la France peut-être éventuellement, ou la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Et vous reviendrez dans notre émission donc, pour nous présenter la Coupe. Eh bien, pourquoi pas, voilà, oui, je suis très optimiste. Hein. Mais je pense qu'il y aura d'autres compétitions en 2023 quand même. Il y en aura d'autres. Hein. Oui, parce on a aussi, alors ça c'est carrément, et en plus c'est l'initiative du président Sofiane Ben Hassen, d'avoir créé les trinations. Alors les trinations, ça regroupe 3 pays du Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et alors, on avait démarré à Oran, c'était il y a 2 ans de ça, donc ça a été la première édition. La deuxième édition, donc elle s'est faite au Maroc, et la troisième édition doit se faire en Tunisie. Donc on a aussi des petits tournois comme ça, internationaux, où on peut prétendre à des titres. Je pense que oui, du moment que ça a déjà été décroché auparavant, pourquoi pas la prochaine fois? Ah oui, on est dans la... Pour les toutes prochaines fois. On est dans la continuité. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on est possessif, nous les Algériens? On veut tout avoir. Alors justement, messieurs, est-ce que vous avez déjà pensé à avoir des rugbyman comme personnages dans vos écrits? Non, pas vraiment, mais ça me donne une idée. En tout cas, un vice-président de fédération peut parfaitement être un personnage de roman. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis on prétend quand même à des réussites, et donc pourquoi pas. Effectivement, ça représente l'excellence algérienne, c'était vraiment une fierté de le voir. Moi j'avais suivi un peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez déjà une idée de l'événement? Oui, j'ai l'épopée de Zambie, et puis la qualification en Gold Cup. Donc c'est vraiment une fierté de voir son pays représenté au plus haut sommet avec les plus grandes nations, que ce soit au football, au rugby ou dans tout autre domaine. Et en littérature, justement. Alors, pour revenir justement à la littérature, alors du moment que vous êtes établi à l'étranger, comment sont perçus vos écrits avec le lectorat français? Alors, comme disait Anis, il est jeune, comme vous disiez tout à l'heure, donc comme disait Anis tout à l'heure, la problématique de la diffusion des livres édités en Algérie à l'étranger et en France en particulier est assez particulière. Donc le lectorat français souvent dit « Ah, ton livre ou votre livre, où est-ce qu'on peut le trouver ?» On le trouve dans quelques librairies ponctuelles à Paris, et on le trouve au niveau des salons. Il y a le salon du livre de Paris qui se tient en mars chaque année, et il y a le Maghreb des livres qui se tient en février à l'Hôtel de Ville de Paris, où tous les éditeurs maghrébins sont présents. Casbah Édition est présent chaque année. Le Maghreb des livres est une manifestation qui est organisée par une association qui s'appelle Coup de Soleil et qui met en lumière tous les 3 ans un des 3 pays du Maghreb. Donc de mémoire, je crois que l'Algérie c'était il y a 2 ans. Donc, mais bon, on est là et on rencontre un lectorat qui est très très nombreux et qui n'est pas seulement constitué de personnes de la diaspora, mais aussi de toutes les cultures qui viennent et qui s'intéressent à la littérature maghrébine, qui est une littérature, et algérienne en particulier, qui est une littérature qui est quand même assez prisée sur les bords de Seine. Alors justement, entre romanciers et sportifs, vous partagez un petit peu les mêmes valeurs, celles de la réussite, celles de l'avancement,
celle aussi, pourquoi pas, de véhiculer une belle image de l'Algérie. Donc c'est un bel exercice de style pour égaler une belle échappée. C'est ce que vous dites en rugby? Une belle échappée? Une belle échappée, oui, oui, ça peut se dire. Une belle échappée, moi je connaissais bien cette expression dans les expéditions, dans les voyages. Belle échappée, ou échappée belle. Voilà, échappée belle. Voilà, alors je répète, un bel exercice qui peut égaler une belle échappée. C'est ça? C'est ça, si vous voulez, oui. C'est ça, il vient de me le siffler, notre rédacteur en chef, Yazid Ait Mahiddine. Merci beaucoup Yazid. Parce qu'en fait, il sait très bien que le rugby, c'est vrai que c'est un sport qui est très passionnant en fait de compte. Et ça fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression que les gens sont en train de se battre. Mais ça se fait dans une ambiance très joyeuse. C'est un sport où, effectivement, on dégage énormément de physique. Mais après, c'est une discipline, le rugby, qui prend toute catégorie. Si vous préférez, c'est la seule discipline qui ne fait pas de discrimination. Oui. C'est terrible, hein. On peut jouer au rugby, on peut avoir fait du handball et jouer au rugby. On peut avoir fait du basket, parce que vous avez lancé de touche, et faire du rugby. On peut avoir fait de la lutte et faire du rugby, quand vous allez dans les mêlées, vous voyez. D'accord, donc en fait, c'est un sport qui regroupe toute discipline. Et puis on est bien protégé, hein. On voit que les athlètes sont quand même bien protégés pendant les matchs. Oui, bon, après, aujourd'hui, c'est plus le rugby que j'ai connu, en fait, je ne suis pas assez vieux aussi, mais bon, ça a réellement évolué, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, on fait très attention, il n'y a plus les impacts qu'il y avait autrefois. Vous voyez, D'accord. Et donc, dans la littérature, est-ce qu'il y a un esprit rugby dans ce sens? L'esprit rugby, alors on dit que l'esprit rugby c'est le respect, c'est le partage. C'est le partage. Donc oui, dans ces cas-là, on peut dire que la littérature rejoint le rugby. Je veux juste dire que monsieur est de Toulouse. Moi, j'ai grandi dans une ville du sud de la France qui est donc, Toulon. Oui. Et des Toulon-Toulouse, on en a eu un certain nombre. Donc je connais un peu. C'est l'équivalence de Marseille, excusez-moi. Marseille au PSG, voilà. Toulon-Toulouse. D'accord. Voilà, donc il y a un peu, c'est un sport que je connais bien, et donc le club de Toulon a été justement repris et racheté par une personne d'origine algérienne, M. Boudjelal, qui en a fait un club d'élite, qui a gagné les Coupes d'Europe. Donc si vous voulez reparler rugby, c'est aussi une personnalité. D'accord. Et qui a été propriétaire d'une BD. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est aussi lié. Donc la liaison entre littérature et rugby peut se faire aussi à travers des personnes qui sont passées de l'un à l'autre. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc en fait, l'esprit, il est un peu partout. Et pour vous? Un peu partout, effectivement. Et pour vous? Vous pensez qu'il y a cet esprit rugby dans la littérature? Oui, les valeurs dont a parlé monsieur, qui sont celles effectivement du partage, de la fraternité, notamment à travers des associations qui existent aussi en littérature. Vous avez parlé de l'Union des écrivains algériens. C'était une union qui a été créée avant même l'indépendance, qui a été créée en 52, si je me souviens bien, et qui avait pour idée de regrouper les écrivains algériens de toute langue, arabe, français et amazigh, pour avoir une perspective commune de s'entraider pour l'édition, se passer des carnets d'adresses et puis en même temps faire des ateliers communs d'écriture, voilà. L'idée est restée. Alors, je ne sais pas si la structure existe encore, je ne crois pas. Mais l'idée est restée, ça serait bien aussi de la relancer. Chaque fois que je vois des jeunes auteurs, j'en parlais tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes auteurs entre 12 et 25 ans, on va dire. Ça serait bien, effectivement, de relancer la structure d'une union des écrivains algériens qui serait aussi en contact avec les autres unions des écrivains. Au moment où elle existait dans les années 60, là où c'était vraiment le top, il y avait des contacts avec Cuba, avec les États-Unis, et c'était vraiment des échanges très enrichissants parce que ça permettait des échanges de culture, pour parler plus généralement. Alors on rappelle juste que l'union existe toujours et le président actuel donc est M. Chegra, et je suppose que oui, on devrait peut-être relancer un peu plus et être en communion et aussi en travail vraiment bilatéral entre peut-être les jeunes auteurs et puis l'union actuelle. Effectivement. Alors là, vous avez bien partagé quelques moments nostalgiques entre sport et littérature, et là je vous propose aussi un autre moment nostalgique. Donc on va revoir le match dont vous avez parlé tout à l'heure qui s'est déroulé à Oran en 2015.
Oui. C'est le Tri-Nation. Non, c'était pas le Tri-Nation 2015. Non, c'est pas le Tri-Nation. Mais on a fait un premier match, oui, contre la Tunisie. Mais il y a eu un autre match, justement, Algérie-Tunisie de rugby en 2015. Donc, je vous propose de redécouvrir ce reportage qui a été fait, ou cette couverture qui a été faite donc, en 2015 par Mokhtar Hammani. On appelle ça un marque, c'est quelqu'un qui récupère le ballon dans les 22. C'est quand quelqu'un essaie de tenter de faire un drop. Donc du coup, il récupère le ballon, le joueur tunisien. Moussa, l'arbitre va revenir sur la faute. On revoit la tentative de exactement. Drop. Il y a eu faute. Il y a eu faute. En fait, l'arbitre, il va revenir il a laissé l'avantage, mais l'Algérie n'a pas avancé donc sur cet avantage-là. Et il revient à la faute pour donner pénalité à l'Algérie qui va tenter de gagner 3 points. On est bien placé là. On est à 25. C'est Ben Salah, demi d'ouverture qui va tenter le... C'est un nouveau joueur aujourd'hui. Ils vont créer Mokhtar le drop. Hicham Ben Salah. Voilà, Hicham Salah, voilà. C'est un très jeune joueur qui arrive de Fédéral 1. C'est un très bon niveau français et qui joue aujourd'hui un poste très important. Et on espère vraiment avoir ce relais entre les anciens et les il va essayer de botter sur son tir et c'est dedans. Et ça passe. Et 3 points pour l'Algérie. Déjà les 3 premiers points pour l'équipe nationale algérienne auront été par Hicham Ben Salah. Et on les notera. Ben Salah, demi d'ouverture, il faut les noter pour l'histoire. Et le public, vous le voyez, le public algérien qui jeune joueur, première sélection. On va le revoir de plus près cette fois-ci. Exactement, qui un passe. grand merci pour l'équipe technique aujourd'hui. Les 3 perches. Mokhtar, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui connaissent pas le règlement, donc les 3 points ils sont accordés à condition le ballon il passe entre les deux poteaux parallèles et la traversale pour accorder les 3 points. Voilà, c'est compris, c'est clair. Exactement. Pour le téléspectateur. Et là, l'Algérie qui a pris l'avantage avec un 3-0 pour le moment et qui est bien placé. Les joueurs sont bien placés, les Algériens, pour contrer cette équipe tunisienne qui a envie en ce moment. Alors, Monsieur Herbe, vous y étiez? Vous vous rappelez bien de ce match? Ah oui, je me rappelle très bien. C'était le premier match de l'équipe d'Algérie en territoire algérien, donc à Oran. Voilà, où Oran est une ville qui a apporté beaucoup au rugby. Il faut savoir que le président Benassel est d'Oran, je suis aussi d'originaire d'Oran, qui a beaucoup porté, le premier club qui a été créé en Algérie est le Stade Oranais, et ça s'est créé à Oran. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu, alors pas beaucoup de difficultés, mais pour pouvoir obtenir le stade, parce que c'est toujours des questions à se poser, hein, pour pouvoir, si on veut faire évoluer le rugby en Algérie, c'est justement ce partage des stades. Mais ce que je retiens, c'est que justement, tu me posais la question en disant que le stade était vide. Alors il y a un journaliste à la fin du match qui est venu me voir en me disant « Mais Monsieur Garbi, qu'est-ce que vous retenez de ce match ?» Le stade était vide, et bon, vous gagnez, mais le stade était presque vide. J'ai dit non, pour moi, le stade n'était pas vide. Retournez-vous et regardez dans les tribunes. Et ce que j'ai beaucoup retenu, c'est la présence féminine. Beaucoup de mamans qui étaient dans le stade. Voilà. Voir un match, peut-être, voilà, qui paraît peut-être un peu violent, mais voilà, jeune féminine était réellement présente. Donc c'est pour ça que même dans le cadre de la formation au niveau des écoles de rugby, on met énormément l'accent sur le sport féminin. Donc aujourd'hui, on a aussi une équipe féminine qu'on risque d'engager un peu plus tard pour des compétitions olympiades. Alors ça peut être aussi, parce qu'il n'y a pas que le rugby à 15, il y a aussi le rugby à 7, il faut le savoir. Donc on a aussi une équipe nationale engagée au rugby à 7 qui pourra participer prochainement à des JO, à des Jeux Olympiques. Et cet été, oui, il y avait les Jeux de la jeunesse africaine où on a eu une équipe performante de rugby à 7 de moins de 18 ans qui ont joué, qui ont fini sur 10, je crois 4e, juste après la Namibie, je crois, ou l'île Maurice. Voilà. Le premier, bien sûr, ça a été l'Afrique du Sud. Et les équipes desquelles vous parlez, ce sont les équipes issues de la diaspora ou des équipes ici en Algérie? Alors pour l'instant, c'est toujours issu de la diaspora, comme on dit. Mais bon, après, moi, je préfère toujours garder, je me dis, c'est des Algériens. Oui, ils le sont en fait. Voilà. C'est vrai qu'ils portent haut le drapeau algérien. Ah oui, ils le portent très haut. Hein. C'est des personnes, pour pouvoir jouer avec l'équipe nationale, ça me rappelle, on va rentrer dans la littérature, un super livre de mon ami Moustapha Daleb, qui était un ancien joueur du PSG. Quand le président du PSG ne voulait pas qu'il aille rejoindre l'équipe nationale, il disait qu'il pourrait même, enfin, qu'il rien ne l'empêchait, qu'il pourrait traverser la mer Méditerranée en nageant, juste pour pouvoir. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi avec nous. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Donc
on a énormément de joueurs qui sont réellement engagés dans des clubs, c'est des semi-professionnels ou des professionnels et qui vont toujours à l'aventure et justement pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale et jouer. Donc, il faut dire que le talent algérien est partout. Il est partout, c'est vraiment un guerrier. L'Algérien est vraiment un guerrier et comme on dit, il n'abdicte pas. L'Algérien ne met jamais le genou à terre. Donc c'est pour ça que le rugby, c'était un sport qui reflète vraiment l'Algérien. L'Algérien n'aime pas avoir les genoux par terre, donc voilà, c'est toujours le combattant, et c'est vrai que le rugby reflète vraiment la mentalité algérienne. Donc voilà, et puis je revenais sur les joueurs qui sont ici, dans des clubs. On sait toujours, alors surtout moi, en tant que président de la commission élite, bien sûr sans donner d'ordre aux entraîneurs, aux sélectionneurs, mais de garantir d'avoir des joueurs locaux, d'accord, qui participent aussi à ces compétitions. C'est inconcevable pour nous d'avoir que des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc on intègre, parce que je pense que c'est le but aussi, d'intégrer justement ces joueurs pour qu'ils puissent avoir une autre approche et de connaître la vie d'un groupe quand il y a des grosses compétitions internationales. Alors justement, comment vous voyez l'évolution et peut-être l'avenir de ces petits groupes ici en Algérie de rugby ? À mon avis, l'évolution, déjà la mayonnaise prend bien, on le voit bien, on a à peu près aujourd'hui 450 licenciés, c'est quand même pas mal, de l'Est à l'Ouest, en passant par les ligues, par les clubs. Donc je crois qu'il y a juste encore à peaufiner, à mettre un peu plus de formation. On a un DTN qui est assez fort avec son adjoint, qui sont assez forts, qui abondent vraiment dans le bon sens et qui sont là pour amener justement cette discipline au plus haut niveau auprès de ces jeunes. Mais on y croit. Aujourd'hui, après, bon, il y a juste la partie un peu matérielle parce qu'il nous faut avoir des stades, donc c'est pas toujours facile. On empiète un peu, notamment sur le football. Il y a toujours des demandes qui se font et c'est comment trouver une entente, on va dire. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être un peu plus, c'est plus la partie matérielle que la partie formation. La partie formation, on l'a, on sait faire. Il y a des gens qui sont là aussi pour donner une certaine mesure, on va dire. Mais j'y crois à cet avenir. Je crois que les clubs vont prendre de l'ampleur et que, Inch'Allah, il y aura une réalisation d'un vrai championnat en Algérie. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors revenons à la littérature. Alors il y a eu une actualité récemment qui s'est passée en France où des lycéens n'ont pas accepté. Il y a eu peut-être un refus de lecture du livre de Aklitajer qui était sur le porteur du cartable. Donc c'était vraiment une minorité qui avait. Donc c'était que des lycéens. Que pensez-vous donc de ce petit incident, j'ai envie de dire? Là, on va rentrer dans une problématique plus politique, on va dire. Je ne pense pas que c'était un petit incident, je pense que c'était quand même un gros incident. Et que la professeure, si je me rappelle bien, a bien fait, en tout cas d'insister et de réaffirmer que ce n'est pas aux lycéens de choisir quel livre on leur soumet, mais il ne serait pas venu à l'esprit d'aucun lycéen de contester un autre livre, si ça n'avait pas été un livre de Aklitajer. J'en parle, je n'ai pas lu ce livre, j'ai juste lu ce qui en a été dit dans la presse. Mais en tout cas, j'espère que les autorités académiques ont été fermes pour réaffirmer que la liberté pédagogique de l'enseignant de soumettre un livre, fût-il un livre algérien, à des lycéens français. Voilà. Vous avez entendu parler donc de... Oui, j'ai entendu parler de l'affaire. Au-delà de... Effectivement, ça revêt un volet politique, mais on pourra en débattre à d'autres moments. Je pense que le plus important dans cette histoire, c'est plus le volet éducatif du côté des parents. Enfin, c'est des lycéens, certes, mais ils restent encore très jeunes. Je ne pense pas que ça leur est venu comme ça, en se levant le matin en se disant bon, bah, je vais remettre en cause le choix de l'enseignant et je vais refuser un livre d'Aklitajer parce que l'auteur est algérien, parce qu'il traite de thématiques. Alors je ne l'ai pas lu non plus, mais il traite de thématiques en lien avec ces sujets-là. Je pense que le rôle des parents est primordial et que c'est, je sais pas, si c'est une sorte d'influence ou c'est vraiment l'éducation qui est à pointer du doigt, au-delà effectivement des réalités politiques qui sont tout à fait réelles et qu'il faudrait aussi
et desquels il faudrait débattre aussi. Je crois que le livre s'appelle Le porteur de cartable et les lycéens ont refusé de lire à haute voix quelques phrases qui comportaient 2 ou 3 mots d'arabe en italique. Voilà, donc c'est pas la première fois. Il y a eu déjà quelques incidents en Corse, si je me rappelle bien, l'année dernière, où il y a eu une chanson, une fête de fin d'année, où les parents avaient refusé que leurs enfants chantent 2-3 phrases en arabe. Bon, ça arrive de temps en temps, il faut être ferme là-dessus. J'ai juste revenir 2 minutes tout à l'heure sur le rugby. En écoutant le vice-président de la fédération, on dit souvent que le football est un sport de gentlemen joué par des voyous et que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Je me suis demandé si les gens qui pratiquaient le rugby en Algérie, de quelle classe sociale ils étaient issus. Est-ce que c'était comme l'Afrique du Sud, un petit peu les classes sociales un peu plus élevées, ou est-ce que c'était réellement des classes sociales populaires un peu qui s'appropriaient le rugby? C'était juste la question qui me venait. Alors nous aujourd'hui, c'est vrai que c'est excusez-moi, je vous prends un peu votre populaire. Mais après, on fait très attention sur une chose, c'est que le rugby, on ne le pratique pas n'importe où, sur un trottoir, dans son quartier. C'est un sport qui est quand même suffisamment un peu dangereux, donc il faut trouver quand même, faut avoir le terrain adéquat pour pouvoir pratiquer cette discipline. Donc on fait très attention par rapport à ça. Moi, je le dis franchement, plus d'une fois. Avec mon ami, là, avec Sofiane, même avec Azouz Aïb, qui est le secrétaire général de la fédération, on s'est toujours juré que si on roule dans les rues d'Alger, on se balade dans les rues d'Alger ou dans les rues d'Oran ou ailleurs et qu'on voit un gamin faire du rugby avec le ballon dans la route, on lui enlève le ballon, parce que voilà, le rugby ne se pratique pas n'importe où. Alors, il est populaire. Aujourd'hui, je pense que les classes sont populaires. Après, on a effectivement ce rugby qui est toujours le rugby universitaire. Donc là, c'est une autre classe. Je crois qu'il y a une existence d'un club universitaire. Je pense qu'ils vont aussi se rapprocher un peu plus ils vont se rapprocher vers nous, pour qu'on puisse leur mettre peut-être, s'ils ont besoin, éventuellement les moyens nécessaires pour qu'ils puissent aussi pratiquer le rugby. Mais aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde, quoi. Voilà. Donc ce que vous disiez tout à l'heure aussi, que le rugby est peut-être l'un des sports qui ne fait pas de discrimination. Ah oui, tout à fait, oui. Là aussi, oui, sur les classes sociales et le reste, non, il n'y a pas de discrimination, alors vraiment du tout. Ça, voilà. Pas de souci alors par on revient rapport à la littérature, donc nous avons parlé d'un point négatif, donc c'était le refus de la lecture du livre Le porteur du cartable. Il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'était l'ouverture de la bibliothèque donc, au nom d'une écrivaine algérienne, Faiza Guène. Alors c'est vrai que d'habitude, lorsqu'on baptise comme ça, lorsqu'on a envie de baptiser comme ça une bibliothèque, un endroit, une place, une ruelle, c'est toujours lorsque la personne décède. Mais là, c'est vraiment une distinction, j'ai envie de dire, mais 200 vivants. Et ça s'est passé en France. Alors, que pensez-vous donc de cette initiative? Je reprends la parole. Écoutez, d'avoir donné son nom à une bibliothèque à 32 ans, c'est vraiment un exploit. Alors elle a commencé à écrire très jeune, un peu comme mon voisin. Alors il y a 2 types d'écrivains. Il y a les écrivains qui écrivent très jeunes et qui ont du succès très jeune. Après il y a des gens qui attendent un peu plus pour accumuler un peu plus de matériaux et d'expérience de la vie pour raconter quelque chose. On rappelle d'ailleurs que son premier roman c'était Kif Kif Demain. Kif Kif Demain, oui. Et elle a fait ça, je crois, au lycée, avec son professeur de français, donc pour en venir au sujet précédent. Et d'avoir une distinction à 32 ans, on peut juste que saluer. C'est assez rare. C'est assez rare pour, en plus, une écrivaine avec un nom à consonance maghrébine. Je crois qu'il y a juste une bibliothèque à Assia Djebar, mais elle était académicienne, donc on a attendu longtemps. Donc on en est très content, quoi. Et pour vous ? Très récemment, il y a eu aussi l'inauguration à Paris d'un jardin ou d'une petite place, Kateb Yassine. C'était le mois dernier, donc voilà, ça montre aussi l'intérêt que suscitent les écrivains algériens. Alors à la fois auprès de la communauté, j'aime pas le mot communauté, diaspora, c'est beaucoup mieux, algérienne, en France et à l'étranger, parce qu'il y a des lecteurs, il y a vraiment une réelle demande de littérature algérienne de la part de ces gens. Hélas, les livres ne sont pas tout le temps disponibles partout.
Alors ça relève vraiment de la convention entre éditeurs, avec les librairies, etc. C'est pas du fait de l'auteur, mais la demande existe. Et puis Kateb Yassine, ça reste aussi un très grand nom de la littérature algérienne. C'est une icône, en fait, dans la littérature algérienne. C'est une icône, c'est au même titre que Mouloud Maamri, Mouloud Fayoun, etc. Ça montre aussi que les deux actualités se télescopant, alors un classique qui est considéré comme classique maintenant et une jeune écrivaine, ça montre aussi l'évolution, la transmission du flambeau à travers le temps, et ça, je trouve ça très beau. Donc voilà. Alors toujours avec les distinctions, vous-même, M. Saadoun, vous avez été primé dernièrement, vous avez une distinction, celle donc du prix Mohamed Dib. Et alors, qu'est-ce que cette distinction représente pour vous? Écoutez, déjà une joie. Vous savez, j'aime bien le souffle que vous avez pris avant de parler de ça. Ça prouve que vous avez... En fait, c'était une question très émotionnelle, j'ai l'impression. Oui, complètement. Et je vais vous dire pourquoi c'était émotionnel. On va dire que j'ai passé tous les étés dans les années 70, fin des années 70 et pendant toutes les années 80 chez ma grand-mère, qui est donc était dans un village pas loin de Sidi Bel Abbès. On nous obligeait, nous les enfants, à faire la sieste entre midi et 5 heures, des fois 6 heures, parce qu'il était trop chaud dehors, et on s'ennuyait beaucoup. Et chez ma grand-mère, bon, il y avait mes oncles qui vivaient là, il y avait quelques livres de cuisine, et il y avait un livre qui était là, je ne sais pas pourquoi il était là, mais il n'y avait qu'un livre. Et ce livre, c'était La Grande Maison. Donc je me suis mis à le lire, j'avais 12 ou 13 ans, et c'est la première fois que je découvrais des personnages qui avaient des prénoms qui ressemblaient aux miens, et notamment cette fameuse grande maison qui s'appelait Dars Betar. Oui. J'imaginais un grand hôpital, en fait. Oui. Et j'ai jamais réussi à le finir parce qu'il manquait les 30 dernières pages. D'accord. Et là, j'ai demandé à ma grand-mère, ils sont où les 30 dernières pages? Et elle m'a dit, oui. Je ne sais pas, il est là pour décorer. Donc j'ai attendu, on va dire une vingtaine d'années, j'ai relu La Grande Maison, mais dernièrement. Donc j'ai relu. D'années, vous avez attendu. Oui, après je suis passé à autre chose. Oui, voilà. J'ai voulu passer à Kateb Yassine. À l'époque, j'ai rien compris. Nejma, c'est trop compliqué pour moi. Alors que Mohamed Dib, c'était plus simple, c'était plus, on va dire, ça racontait un petit peu le quotidien des Algériens. Donc oui, je l'ai mis dans un coin de ma tête, puis je l'ai retrouvé en me disant, ah oui, il faut que je finisse La Grande Maison. Donc j'ai fini La Grande Maison. J'habite en région parisienne, pas loin de la salle Saint-Cloud où il est enterré. Donc le prix s'appelle Mohamed Dib, ça me va très bien en fait. Voilà. Alors c'était pour votre roman, donc La Débâcle. Oui, tout à fait. Voilà. Alors nous passons à notre rubrique Nosta Diaspo. Et là, on va aller à 2013, donc le SILA qui s'est déroulé en 2013. Et Yazid Ait Mahiddine, et donc 2010 pardon, et Yazid Mahiddine s'était rendu donc à cette époque-là pour rencontrer l'un des grands écrivains algériens établis en France. Il a été ministre donc dans le gouvernement français auparavant. Et il s'agit donc de Azouz Begag. Je vous laisse redécouvrir cette interview que Yazid Ait Mahiddine avait enregistrée avec Azouz Begag en 2010 et on se retrouve juste après. Mes parents étaient les témoins de ces violences, me racontaient comment les soldats français tiraient dans les champs de blé à l'aveuglette, comme ça, parce qu'ils savaient qu'il y avait des Algériens et des Algériennes qui s'étaient cachés dans les champs de blé. Ce ne sont pas des historiens qui me disaient ça, ce sont mes parents. Les massacres ont bien eu lieu. Je reconnais qu'on a le droit de tenter de falsifier l'histoire. Ils ne sont pas gênés, ces personnes qui sont allées manifester devant le Festival de Cannes en mai dernier, 2000 personnes, pour dire non à ce film, non au subventionnement public de ce genre de films qui sont anti-français et qui oublient que Rachid Bouchareb est haut-de-sang français et Jamel Debbouze et Rochdi Zem sont aussi français qu'eux. Mais je dois dire aussi qu'il faut rendre grâce à ces réalisateurs de cinéma qui veulent restaurer une autre mémoire, celle de ceux qui ont vécu les massacres, celle de ceux dont les parents ou les grands-parents sont morts en tant que tirailleurs algériens pendant la guerre de 14-18. Voilà, donc c'était une interview qui a été réalisée par Yazid Ait Mahiddine en 2010 avec Azouz Begag. Alors ce mois de novembre a été marqué, bien entendu, par la célébration du déclenchement du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et donc il y a eu une réception qui a été faite en France. Et Afaf Belhouchet avait donc couvert cet événement. Mais avant de voir ces images,
Que représente pour vous un petit peu cette date? La date du 1er novembre? La date du 1er novembre. L'aboutissement, je dirais pour moi, l'aboutissement du mouvement national, la maturation de la nation algérienne, et donc le point de départ de la prise en main de son propre destin. Pour moi, c'est le 1er novembre est une date d'une importance capitale, et la déclaration du 1er novembre 54, pour moi, elle est fondamentale et elle est très très belle, très très bien écrite. Elle est très belle. Voilà. Elle est très belle. C'est presque de la littérature qui a été rédigée par des gens qui ont un niveau d'instruction respectable et qui n'ont pas fait d'études universitaires, et pourtant leur maîtrise des grands principes internationaux, elle est du niveau de la Déclaration des droits de l'homme ou de la Déclaration d'indépendance américaine. Elle est de ce niveau-là. Et très vite propagée d'ailleurs dans le milieu algérien, dans la population, au milieu de la population algérienne. D'une simplicité et d'une très très bien écrite. Et surtout l'impact était très important, parce que tout le peuple, en fait compte, tout le peuple s'y est mis. Je pense que le point fondamental de la déclaration, c'est la reprise du mot restauration de l'État algérien. Oui. C'est-à-dire que c'était l'idée de dire que la colonisation n'était qu'un passage, n'était qu'une parenthèse. Alors, avec tous ces crimes, toutes les catastrophes qu'elle a faites subir au peuple algérien, mais ça restait une parenthèse, et que nous reprenions le cours de notre histoire avec un grand H, et que le peuple algérien constitué en nation ce jour-là, donc le 1er novembre, avec l'aboutissement que constitue le 5 juillet 62, reprenait son destin en main et se remettait dans le train de l'histoire avec un grand H. Avec la métaphore du Maghreb en tant qu'oiseau, en disant en gros les deux ailes qui sont la Tunisie et le Maroc commencent à bouger, le corps doit suivre en fait. C'est une métaphore littéraire. Oui, voilà, effectivement. Alors là, je vous propose donc, oui, allez-y. À mon avis, moi, c'est une date du 1er novembre qui restera indélébile dans l'histoire de la révolution algérienne. C'est une date qu'il faut sans cesse la commémorer. Enfin, moi, quand je le dis parce que vous avez posé la question, c'est quoi pour vous le 1er novembre 54? Moi, le 1er novembre 54, c'est mon service national, voilà, que j'ai fait, en descendant en Algérie, fermé 24 mois. Ça a été ça pour moi le 1er novembre 54, c'est de dire je dois aussi. Je dois à la nation, je dois au pays. Donc d'avoir donné aussi 2 ans de ma vie au pays à travers le service national. Voilà ce que c'est. D'accord. Eh ben, tout ça, c'est émouvant quand même. Hein. Donc là, je vous propose de voir cette réception qui a été organisée à Paris. Donc c'est Afaf Belhouchet qui a couvert l'événement pour nous. C'est une ambiance de fête agrémentée de mets et de démonstrations de préparation de couscous, de tenues traditionnelles et artisanat, dans un décor qui rappelle les différentes régions de l'Algérie que fut célébrée la fête nationale hier à Paris. Une réception rehaussée par la présence de bon nombre de personnalités politiques et culturelles, en plus du corps diplomatique. Et à la veille de la célébration du centenaire de l'armistice en France, la mémoire des soldats venus d'Afrique et particulièrement d'Algérie fut évoquée avec émotion. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de combattants qui ont montré un courage extraordinaire et qui ont non seulement aidé la France, mais permis à la liberté de rester elle-même. Et aussi leur concours à la libération de la France en 1943, 1944, 1945. Ça, je pense que le fait que nous ayons mêlé nos sangs ne s'oublie pas, c'est une page de notre histoire commune. Je suis né à la vie politique à travers la guerre d'Algérie et l'Algérie s'est battue avec force, avec courage, avec espoir et je veux saluer à nouveau les combats du peuple algérien. Et c'est justement à tous ces combattants pour la libération de notre pays, à leur tête les martyrs tombés sur les champs d'honneur, que beaucoup de personnalités ont tenu à rendre hommage à cette occasion. On sait ce que représente le mois de novembre pour nous, le début de la Révolution, qui a fait qu'aujourd'hui on peut être un pays libre. Et je vais parler au nom des sportifs, de pouvoir jouer sous les couleurs de son pays, de pouvoir chanter son hymne national, de voir les couleurs de son pays être représentées au plus haut niveau international. Et quand on est sollicité pour ce genre d'événement, on le fait vraiment avec grand plaisir. Et on remercie tous ces soldats qui ont... Les martyrs, on les remercie beaucoup. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est libre aujourd'hui. Et aujourd'hui. C'est le déclenchement de la révolution algérienne
qui a fait de nous un peuple libre en 1962. Donc c'est vrai que c'est très symbolique et le fait d'être là, c'est rendre un grand hommage à tous les martyrs. Cette fête, c'est vraiment important pour moi parce que quand je viens ici, quand je vois tout le monde comme ça, je m'oxygène et je sens ريحة البلاد, je sens ريحة الدرapau. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la famille, les racines, tout ce qu'on est, tout ce qu'on véhicule aussi. Je garde toujours un contact avec l'Algérie, que ce soit dans mon cœur ou avec les gestes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été une partie de moi. Je reviens en Algérie l'année prochaine. Il est prévu qu'on revienne en début d'année prochaine avec plusieurs jours et peut-être plusieurs concerts. Et mon souhait, c'est de rester un peu plus et de venir un peu plus régulièrement. En plus des danses traditionnelles, la Zorna, l'exposition photo, les invités ont été accueillis par un cavalier en tenue traditionnelle. Voilà, c'était donc une belle célébration. Vous vouliez peut-être dire quelque chose par rapport à ça? Je voulais ajouter par rapport au 1er novembre, il ne faudrait pas non plus prendre que la dimension lyrique en considération. C'est aussi le début d'une guerre qui a duré 7 ans et où beaucoup de crimes, d'atrocités ont été commises, notamment en 57. Alors on fêtait, enfin on commémorait plutôt, on fêtait pas l'anniversaire de la bataille d'Alger. Alors récemment, j'ai vu, c'était aussi l'anniversaire d'Ennio Morricone, donc c'était l'occasion de parler du film La bataille d'Alger. J'essaye d'en parler dans mon livre au tout début. Un personnage se rappelle ce que lui a raconté sa grand-mère. Alors c'était aussi l'occasion pour moi de raconter, enfin de rappeler ce que me racontait ma grand-mère à moi de la bataille d'Alger. Et c'était des moments à la fois d'histoire. Donc là, on rentre dans la dimension lyrique, de l'épopée héroïque, de grands personnages qui ont façonné l'histoire algérienne. Mais il faut se rappeler aussi ce qu'était le quotidien de la population, notamment à Alger, mais aussi dans les autres localités et puis à travers tout le territoire national. C'était aussi des moments très durs et c'est pour ça que le 5 juillet par la suite a été aussi bien vécu. C'était vraiment l'indépendance, mais aussi la libération politique et aussi la libération des corps et de l'esprit. Alors justement, le sacrifice des Algériens n'a pas été que pendant la guerre de révolution, ni d'ailleurs pendant toute la colonisation, mais aussi pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, nous célébrons en ce moment, nous commémorons, comme vous avez dit, le centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà, alors nous arrivons à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot. Peut-être, vos perspectives? Oui, les perspectives, elles sont là. Je voulais juste, parce que je l'ai un peu oublié, pour dire et montrer qu'il y a réellement un engouement et quand ces joueurs algériens viennent jouer pour l'Algérie, on voit vraiment que c'est avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas payés, hein, contrairement à d'autres sports. Ils viennent vraiment pour le drapeau, ils viennent vraiment pour le pays. Et je trouve ça formidable quand il y a l'hymne algérien qui retentit et les voir la main réellement sur le cœur. Je trouve ça très beau. Et puis dans notre histoire du rugby algérien, on arrive aussi à renouer des joueurs qui n'ont jamais mis leurs pieds en Algérie, mais qui ont des origines par leur mère ou par leur père. Donc sur ça aussi, je remercie un gros travail de fond fait par les consulats en France qui arrivent toujours à autoriser ou à reconnaître l'enfant avec ses origines algériennes à travers ce fameux papier, ce fameux sésame qui s'appelle le S12. Bon voilà, et puis je veux surtout remercier, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les responsables et les dirigeants d'une fédération qu'il faut remercier, c'est tous les petites mains, la fierté aussi qu'on peut avoir, notamment avoir un staff qui est réellement soudé. Je remercie le sélectionneur Boumediene Alam de nous amener la deuxième victoire consécutive par rapport à la Zambie, et j'espère, Inch'Allah, qu'il y en aura d'autres. Le directeur sportif aussi, Farid Chabouni, qui fait aussi un travail de fond, de repérage
l'image de joueurs qui évoluent dans des clubs et qui ont un nom en consonance algérienne, parce que c'est toujours un travail de fond. Hein. Il faut aller dans un canard un journal qui s'appelle le Midi Olympique, et dès qu'on voit qu'il y a un nom qui apparaît ou un prénom, donc on se pose la question s'il est algérien ou pas algérien, donc c'est tout un travail. Bien sûr, après, tous nos joueurs, plutôt, le DTN, Mohamed Sarawi, qui est de nationalité tunisienne, mais né à Annaba. Vous voyez qu'on regroupe un peu les Pesupels, là, même. Donc, qui est notre DTN, avec son adjoint, Aïssaoui, Sid Ahmed Ben Daoud, et d'autres que j'espère ne pas encore oublier. Donc voilà, Azouz, bien sûr, Azouz Aïb, et Inch'Allah, pour une prochaine victoire, et peut-être nous inviter, mais alors avec tout le monde, avec toute l'équipe et le staff, sur votre plateau. Alors en 2023, avec votre coupe? Ah oui, on l'espère, oui. Ou avec la Coupe d'Algérie. Pour l'Algérie. Non, pour l'Algérie. Pour l'Algérie, voilà. Et quand on sort le championnat aussi, peut-être qu'on viendra. Inch'Allah, avec plaisir. Merci. En tout cas, les portes sont ouvertes. C'est gentil. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Monsieur Mezoual? Alors moi, j'avais deux choses à dire pour terminer. Je voudrais d'abord remercier tous les lecteurs qui sont venus au Salon du Livre. Alors pas que les miens, hein, vraiment tous les lecteurs qui étaient là au Salon du Livre pendant cette dizaine qui s'est terminée. Je crois que le chiffre est tombé 2,2 millions de visiteurs, qui est vraiment le salon qui draine le plus de monde, et ça c'est vraiment une fierté, parce que c'est la littérature qui est représentée. Donc voilà, merci à eux, merci de venir rencontrer les auteurs, de rencontrer les maisons d'édition. C'est l'occasion vraiment d'un grand débat sur la littérature, de conférences, de beaucoup d'activités. C'est très très beau. Et puis aussi à ceux qui me demandaient, et qui me demandent toujours, parce que vous l'avez dit, je vis en France, je reviens le plus souvent possible, mais parfois j'ai des disponibilités qui se chevauchent, que les ventes dédicaces et les rencontres seront prévues au mois de décembre. Généralement. Donc voilà, toute la communauté de lecteurs à Alger, en tout cas, hein, en France, c'est pas encore le cas, mais à Alger, voilà, le mois de décembre sera l'occasion de beaucoup de rencontres. Donc voilà, je leur donne rendez-vous en décembre. D'accord, vous avez peut-être d'autres projets? J'ai d'autres projets, j'ai un projet de 5e roman en tête, qui changera aussi, entendu, dans le silence, hein, ça sera toujours dans le même genre, donc je ne reviens pas à la fantaisie, mais ça sera une toute autre histoire avec de tout autre personnage. J'ai l'intrigue en tête, j'attends juste l'été pour écrire. D'accord. Monsieur Saad? Puisqu'on est au remerciement, moi je voudrais remercier d'abord le staff des éditions Casbah. Je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable en termes de qualité du rendu, qui n'a rien à envier à une autre maison d'édition. Et notamment M. Mouloud Arachour, avec qui j'ai beaucoup échangé, mais aussi M. Hamzienne et M. Ali Bey, qui tient la librairie du Tiers-Monde à Alger, et qui ont un rôle essentiel dans la diffusion du livre. Il y a librairie aussi du Tiers-Monde, qui reste quand même une librairie historique. Hein. Oui, qui est une librairie historique, mais qui vit, qui n'est pas que historique, qui est aussi une réelle librairie du présent. On ne peut que souhaiter que ce genre d'initiative soit plus importante à Alger, mais aussi dans d'autres villes où parfois, dans certaines villes, il n'y a plus de librairie du tout. Mais c'est un phénomène algérien, mais pas que, c'est aussi un phénomène un peu mondial. Et puis, il y a tous ces gens qui sont dans l'associatif, qui, tout à l'heure, me disaient que les rugbymen n'étaient pas payés, mais qui ne sont pas payés non plus, et qui organisent des rencontres, des rencontres dédicaces, des rencontres avec les écrivains, un peu partout sur le territoire, et qui donc font vivre la littérature. Donc voilà, c'est un écosystème qu'il faut préserver. On est un maillon de cette chaîne, mais pour qu'on puisse avoir accès au public, il faut qu'il y ait tous ces gens, et tous ces gens continuent à faire leur travail de manière remarquable, souvent dans des conditions pas les plus simples. Voilà, donc je voudrais les en remercier. Vous avez des projets ? Oui, j'ai aussi quelques intrigues en tête, mais j'ai des intrigues qui arrivent en tête à chaque situation, et je dois dire à chaque fois que je viens en Algérie. À chaque fois que je prends un taxi, à chaque fois que je suis dans la rue, je me dis tiens, lui c'est un personnage de roman, tiens, lui aussi c'est un personnage de roman. Donc voilà, ça mature dans ma tête, mais en général je n'écris que lorsque tout est déjà bien imbriqué dans ma tête. Donc voilà, je commence incessamment. Ah bien, Inch'Allah, vous serez parmi les nôtres lorsque vous aurez... merci Yazid. Hein. Vous savez ce qu'il vient de me dire là, mon rédacteur en chef, il me dit moi aussi je suis un personnage de roman. Mais complètement.
Je comptais juste, alors, pour pas oublier, je comptais juste pour pas oublier aussi remercier les institutions algériennes, remercier bien sûr le ministre de la Jeunesse et Sport qui nous accompagne pour le développement de ce rugby, remercier bien sûr le président de la République qui par ses services ont cru à notre projet, et remercier les partenaires qui, sans eux aussi, je ne vais pas les citer, sans eux on ne pourrait pas en faire plus, on va dire, voilà, financièrement. D'accord, merci beaucoup messieurs, à vous. Alors on profite de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances à Djemal Bedra, donc, qui est l'imam d'Istres, donc à Marseille, que nous avons déjà reçu dans cette émission, qui vient de perdre son épouse Bedra Youssef Dalila, Allah yarhamha. Donc on la voit sur la photo, donc paix à son âme, et on présente nos sincères condoléances à Djemal Bedra. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Était parmi nous ce soir, alors monsieur Anis Mezouar, vous êtes auteur et vous êtes très jeune, donc j'insiste, il n'a que 22 ans, il a commencé à 11 ans l'écriture. Et monsieur Mohamed Sadoun, donc vous êtes auteur et vous êtes lauréat du prix Mohamed Dib pour votre roman La débâcle. Et était parmi nous également monsieur Mourad Gharbi, vous êtes vice-président de la Fédération algérienne du rugby. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, et puis j'espère qu'on vous recevra dans vos prochains exploits. Je vais dire, parce que les exploits en fait compte sont pareils, que ce soit dans la littérature ou dans le sport, il y a toujours une réussite, on l'a bien dit tout au long de l'émission. Merci à vous. Et ben voilà, alors je vous retrouverai avec grand plaisir dans 15 jours. Si vous voulez donc revoir cette émission, vous pourriez la trouver sur notre chaîne YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook Diasporama. Aussi, nous attendons vos réactions par rapport à cette émission dans notre page Facebook. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée avec les programmes de Canal Algérie. Au revoir.